Les additions. Je sais pas si vous avez réalisé. Voyelle. J'ai le siège qui est bugué, attendez. Bon, c'est pas grave, je vais rester comme ça. C'est la première fois qu'il est plus petit que moi. Pas tout malin, quoi. Alors normalement, il y a quelqu'un qui doit nous poser des questions, mais comme il n'est pas là, on va se poser nous-mêmes des questions. Michel Ancel, oui, c'est bon. vous venez de sortir Rayman Origins. Quelle était l'envie de revenir aux origines? Yes. Ça, c'est la question qu'on nous pose toujours, c'est horrible. Et j'espère que le gars va pas nous la poser, hein, enfin, le monsieur qui doit nous poser des questions. J'espère que vous... Alors, normalement, il y aura des questions-réponses, donc vous avez tout le temps de la conférence pour réfléchir à vos questions. Il faut qu'elles soient vraiment extraterrestres. On attend des questions de fou, quoi. Pas des trucs genre pourquoi Beyond Good and Evil il n'est pas sorti. Ça, c'est pour bien compris, mais non. Il n'est pas sorti, c'est tout. Il va sortir, il n'est pas sorti. Et donc, voilà, il faut réfléchir à des questions, parce que, attention, hein, nous, c'est du haut niveau ici, hein, c'est pas les invités bas de gamme, hein, donc on a des questions high level. On est comme des boss, finalement. On attaque à coups de questions, mais il faut qu'elles soient super, sinon on vous détruit. Donc, le monsieur des questions n'est pas là. Est-ce qu'il va venir, le monsieur des questions? Là est la question. La question, c'est ça, en fait. Le monsieur... En fait, il n'y a que deux dans la... C'est ça. Non, mais non, il y a un... Ah, et voilà. On applaudit. Et non, c'était pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Oh. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, on était un peu en retard, mais parce que ça m'a beaucoup touché. On est allé acheter pour mon anniversaire, parce que c'était quand avant-hier, le jour de la sortie de Rayman. Bon anniversaire! Merci. Oui, je sais. Je n'ai pas acheté une PS360 Xbox. Ça n'existe pas encore. Mais oui, Christophe est nul en jeu vidéo, et comme il travaille dans le jeu vidéo, je me suis dit que c'était bien qu'il commence à s'y mettre. Ça fait 10 ans qu'il fait des jeux vidéo, mais il n'a même pas branché un joystick sans fil. Qui donc ne se branche pas, mais justement, c'est ça qui me fait bugger. Ah, voilà le monsieur des questions. Ah, voilà. C'est bon? Parce que lui aussi, il avait un anniversaire à fêter. Un grand blanc, à ce stade. On l'applaudit. Donc Michel, je te laisse annoncer Olivier Fallet, rédacteur en chef de J'ai pas tout... Olivier Fallet, rédacteur en chef. Olivier, tu es en retard. Tu es rédacteur. C'est ça. Tu aimes les jeux vidéo. Rédacteur en chef de Animeland. C'est le pouvoir du micro. Et vous devriez essayer le pouvoir du micro sur vos amis, tout ça. Tu prends un micro puis tu cries des trucs incroyables. Ça fout les... ça devient dingue. C'est mieux qu'un joystick finalement. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous avez commencé sans moi en fait, alors bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez dit pendant que j'étais pas là? Bah, tu verras en regardant la vidéo de la conférence. Passons à la suite. Tout le monde est chaud déjà. Bon, vous avez fait les présentations et tout. Non, même pas. Et peut-être que tout le monde sait qui nous avons à ma gauche. Oui, non. T'as mal entendu? C'était pas Yu Suzuki? Voilà. Alors, on va reprendre un peu le début, depuis le début. Oui. Allez. Donc, à ma gauche, Michel Ancel, figure emblématique du jeu vidéo français, on peut dire comme ça. Oui, moi-même, je me présente comme ça. Quand je cherchais un croissant à la boulangerie, bonjour, je suis une figure emblématique du jeu vidéo. Un croissant, s'il vous plaît, avec des amandes, j'espère qu'il est d'aujourd'hui, sinon je le prends pas. Chez Ubisoft. Oui, faut bien travailler quelque part. Bah oui.
créateur de Rayman, entre autres. Voilà, des lapins crétins, des... Qu'est-ce qu'on a fait encore Jade, Page, Beyond Good and Evil. King On a Kong. l'impression qu'il y a 3 jeux. King Kong. King Kong, voilà, on n'est pas créateur, hein, parce que lui, Oui. il est très gros, donc, il était déjà là. Et puis une petite actu avec le retour de Rayman, là, qui est sorti il y a quelques jours, et sur lequel a aussi travaillé Christophe Herral, compositeur de musique, c'est important de préciser, qui n'a pas seulement travaillé dans le jeu vidéo, pour la télévision, le cinéma, des films comme Keriti, La Maison des Contes, L'île de Blackmore, Midi et les Zouzous, j'ai vu aussi. Oui, c'est pas un accident de parcours, c'est pas grave en fait. Voilà, un jour, quelqu'un vous dit on voudrait faire un tout petit truc, on n'a pas beaucoup d'argent pour faire un tout petit truc pour les enfants. Le tout petit truc pour les enfants est resté longtemps à l'antenne. 6 ans, hein, je crois, à l'antenne, donc les zouzous. Voilà, je suis coupable des zouzous. Et puis, justement, les musiques de Rayman Origins, de Tintin aussi, le jeu vidéo. On va parler de tout ça, j'espère. On commence peut-être tout simplement par Rayman Origins, puisque c'est l'actu du moment. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer pourquoi cette origine? Est-ce qu'il y avait... C'est pas ce qu'on a mangé. Parce qu'en fait, on a une relation avec le public très forte. Oui, donc alors. D'abord, les origines de quoi? Est-ce qu'il y avait quelque chose à raconter encore sur Rayman? Pourquoi? Est-ce qu'il fallait expliquer pourquoi il est là? Oui, alors. C'est le mec qui se rappelle plus de sa poésie. Alors, c'est le Rayman. Ouais. Donc, bref. Non, mais en fait, je l'ai déjà dit, je le répète, ce qui était marrant. Rayman 1, c'est un projet d'adolescent. Moi, j'ai fait ça quand j'étais vraiment très jeune. C'est un personnage que j'ai inventé parce que je ne savais pas dessiner, donc j'ai fait un truc très simple. C'est comme ça que j'ai appris à programmer, c'est ce qui m'a donné envie de faire des jeux vidéo. En fait, quand on fait un jeu, on cherche un personnage pour parcourir les niveaux et pour se balader dedans. Et à l'époque, on ne pouvait pas autrement qu'en apprenant à programmer, faire des jeux vidéo. Donc c'était en 1992, quelque chose comme ça. Sorti en 95. C'est sorti en 95, donc il s'est passé beaucoup de temps, mais c'est une super histoire parce que donc, je crée ce personnage chez moi, j'avais 17-18 ans. Et puis donc je commence à le faire bouger, et puis j'avais besoin de quelqu'un pour faire les décors, donc j'ai rencontré un illustrateur. C'est comme dans une espèce d'aventure comme ça où à chaque fois on se promène et on rencontre quelqu'un qui nous aide à faire le bout de chemin pour arriver jusqu'à la fin. Et c'était super de croiser des gens de talent qui venaient pas obligatoirement du jeu vidéo, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'école, donc on avait du mal à trouver des gens qui voulaient se lancer là-dedans. En plus, le jeu vidéo, ça paraissait complètement, je crois que c'est toujours le cas, hein, mais un truc de grand malade, avec des pixels, enfin, c'était pas incroyable, mais pourtant c'était génial. Mais enfin, nous, on trouvait ça génial, et c'était génial. Mais le reste du monde n'y croyait pas tant que ça. Donc c'est super, et c'est des gens comme Christophe qui venaient pas du jeu vidéo, qui se disent, mais si, c'est génial le jeu vidéo, parce que c'est un endroit où on peut encore inventer, créer, c'est nouveau. Donc voilà, Rayman 1, c'était un souvenir génial avec une super équipe. Ensuite, on a fait beaucoup de jeux. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon voilà, on est dans des mondes en 3D, c'est assez complexe, sophistiqué, on fait de la motion capture, on travaille avec des acteurs, bref, on a du succès, on est célèbre, et c'est la déprime. C'est comme, dans Scarface, à la fin, le gars il est dans sa piscine, puis il est tout seul, et il a plein de fric, mais bon, on n'est pas passé encore par cette phase, hein, avec le cigare et tout. Bon bref, mais il y a un moment, on se dit, mais au début c'était très très fun et c'était encore très simple. Et donc Rayman Origins, c'est l'idée de revenir à cette époque où on fait des jeux en 2D, mais on essaye vraiment de se concentrer sur le fun et le plaisir de faire le jeu. Parce qu'on se dit que si on a du plaisir à faire le jeu, et ben, dans le jeu, ça va se ressentir. Donc toutes les bêtises qu'il y a dans ce jeu, que ce soit les musiques de Christophe ou les dessins, c'est vraiment des délires de grands couillons qui s'amusent.
en se posant pas trop de questions du résultat. Donc voilà, Rayman Origins, c'est un jeu vraiment de crétins sans les lapins. Attends. Christophe, tu veux dire quelque chose d'intelligent? Alors, la musique là-dedans, où est-ce qu'elle intervient et quelles directives on donne aux compositeurs pour mettre en musique un jeu comme celui-là? Je n'ai pas bien le bruit du fouet. J'ai appris dans Castlevania, sur les vieux Castlevania, on pouvait choisir les sons, on écoute, il y a les sound tests, je ne sais pas si vous connaissez sur les vieux jeux, et donc on pouvait, comme ça, et donc on peut apprendre des sons, par exemple les baffes, les dans le fouet. Ouais, donc bref, c'est comme ça qu'on donne des directives, en le menaçant. Non mais c'est vrai, c'est ça, hein, ça marche comme ça, les compositeurs. Personne n'a été quand même maltraité, si Pas d'animaux en tout cas, mais ouais. Christophe Herral, oui. Bah, en fait, c'est un travail collaboratif, c'est ça? Ouais, c'est bien. Collaboratif. Donc, il vient chez moi, et quelquefois très tard, même. Et puis on travaille en buvant beaucoup de Armagnac. C'est un breuvage allemand. Armagnac. Oui, c'est ça. On a découvert hier une nouvelle cuvée qui était super chouette. Et on travaille de manière très... oui, c'est bien quand même comment on travaille. Oui, c'est bien. Il n'y a pas d'autre relation que je fais des propositions, il me donne des pistes, et en fait, c'est comme un match de tennis. Je lui renvoie des choses, et il me renvoie des trucs, et je lui renvoie des choses, et il me renvoie des trucs. Ça peut durer comme ça 3-4 ans hein, pour faire de la musique, mais le mot d'ordre en fait était, comme Michel l'a dit, plutôt il faut que nous, ça nous plaise. Voilà la direction première, c'est déjà prendre ton panard quand tu fais des trucs, et peut-être que d'autres personnes qui y joueront trouveront aussi de quoi prendre son pied. Donc c'est un peu ça l'histoire, hein. C'est pas très compliqué en fait, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de musique à composer sur un jeu, et comment ça se passe? Il y a au départ, je sais pas, une liste de courses, alors il faudrait 3 thèmes pour tel personnage, une version de telle durée, une version de telle durée. Quel est un peu le matériau de départ ou alors c'est vraiment... Bah, sur les origines, en tout cas, le premier monde, c'est le monde de la jungle, et dans ce monde-là, il y a du didgeridoo, des choses finalement presque qu'on pourrait attraper par terre, et puis qu'on pourrait porter à la bouche, et puis... donc ça peut être... non, d'accord. Ça va pas durer longtemps. Donc didgeridoo, bah non, mais attends, c'est un truc qui a bouffé les termites. Ouais, c'est un truc d'Australien, quoi. Ça peut être la bouche aussi, hein, on fait des trucs monstrueux à la bouche, directement sans besoin d'avoir des appareils. Il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. La guimbarde, le flutio, hein, le pipeau, quoi, le truc comme ça, quoi. Donc ça c'est le premier monde, et puis après finalement viennent, ces mondes-là viennent s'enrichir de hautes technologies comme le ukulélé, voilà, des choses comme ça. Des trucs super compliqués, et alors je voudrais quand même juste mentionner un garçon qui a travaillé énormément sur le jeu aussi, qui s'appelle Billy Martin, qui était un co-compositeur de la musique de Rayman. Je ne suis pas à l'origine de toute la musique de ce jeu. Nous avons partagé beaucoup de choses. Avec la bouche. Ah non, il habite aux États-Unis. Non, avec la bouche. Ok, stop, il faut l'arrêter. C'est compromettant. Est-ce que tu utilises des vrais instruments ou tout est fait en studio? Comment ça se passe? Oui, c'est que des vrais instruments, mais c'est parce que le jeu lui-même appelait ça, hein, appelait vraiment des instruments ethniques, on va dire. Hein, Il y a un truc qui est bien avec Christophe, comme ça je parle à sa place, parce que... Oh. Un truc qui est super pour ceux qui connaissent la musique de Beyond Good and Evil, c'est qu'il travaille vraiment, voilà, quand on a travaillé dans Beyond Good and Evil sur la partie asiatique, ben il s'est mis à faire ses instruments, à jouer de ces instruments-là qu'il ne connaissait pas spécialement.
Quand on travaille avec du didgeridoo, lui qui connaît pas le didgeridoo parce qu'il voyage jamais et qu'il change pas, il bouge pas de chez lui, à Montpellier, dans son studio, mais il voyage avec ses instruments, c'est-à-dire qu'il voyage un peu, mais très très peu. Et ce qui est génial, je trouve, c'est qu'on a fait un petit trailer sur BGE2 où les deux personnages sont dans le désert, et puis là, moi je voulais vraiment qu'on ait l'esprit un peu voilà, pas du Far West, mais des films avec des grandes étendues, le road movie américain. Et il est allé chercher, mais comme ça se passe un petit peu, il y a un esprit à l'Inde qui est là aussi, il a réussi à trouver une guitare sitar, un mélange entre une guitare électrique et une sitar. Et c'est dingue parce qu'il y a cette recherche de l'instrument qui colle à l'endroit, à l'ambiance qu'on veut obtenir. Et c'est vrai que dans Rayman, Origins, il utilise des instruments complètement idiots, la guimbarde ou le didgeridoo, enfin pas idiot mais très simple en tout cas, et ça donne quelque chose d'original en fait. Enfin moi je ne vivrais pas, enfin j'ai du mal à faire d'autres jeux maintenant sans avoir la même créativité musicale. C'est presque un concerto pour guimbarde en fait. C'est vrai. Il y a un truc que j'ai trouvé super d'ailleurs, c'est que si vous écoutez certains morceaux, pour ceux qui même dans les démos qui sont qu'on peut récupérer du jeu, et ben vous allez voir parfois il y a un vrai orchestre qui joue. Et il y a un couillon en plein milieu, donc là c'est les plus gros orchestres, ils sont allés enregistrer avec c'est Mozart, tout ça, avec des mecs avec des perruques et tout. Non, c'est un côté, on fait des jeux vidéo, mais il y a des vrais orchestres, donc c'est impressionnant quand même. Mais et ben, en plein milieu des morceaux, il sort un espèce de kazoo, vous savez, c'est le truc. Et donc c'est stupide en fait de faire ça. Et c'est sa propre musique, il vient gâcher lui-même pendant le jeu, avec un kazoo ridicule. Et voilà, et ça il faut aller le chercher, donc il faut avoir un grain, je pense. Alors, le jeu vidéo, aujourd'hui, on entend dire que ça représente beaucoup gros marché. Il y en a même qui disent que ça représente plus que le cinéma en termes d'investissement dans le jeu. Et puis là, vous nous dites justement, vous faites un jeu pour se faire plaisir, etc. Mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire des jeux comme ça et même de faire des créations originales comme pouvait l'être Rayman à l'époque? Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu travailler sur Rayman, parce que on simplifie le type de jeu. Évidemment, c'est pas sur quand on travaille sur Assassin's Creed, c'est des équipes de 500 personnes, on peut un peu moins faire les bouillons. C'est pas le propos, on n'imagine pas. Au-delà de ça, il y a un cadre qui est plus sérieux, à la fois créatif et donc sur le fonctionnement de l'équipe. Quand on travaille justement, le choix de revenir à la 2D, c'est le choix de la liberté. On va revenir à des jeux plus complexes, mais là, l'idée c'était de se faire une parenthèse vacances. Et je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel créateur de jeux vidéo peut très bien se lancer sur du jeu plutôt simple, en ayant peut-être en travaillant en 2D ou avec des cubes. La personne qui a fait Minecraft, par exemple, a simplifié complètement l'environnement. Mais le jeu est génial parce que justement, il a simplifié, puis il a fait ce qu'il voulait. Il n'a pas été obligé d'être 500 personnes, il a été 1. Et il a fait un truc incroyable pour 1 en fait. Et on voit bien qu'il a simplifié. À l'époque des jeux en 3D super évolués, lui il arrive avec des bonshommes en cube et il fait un jeu juste incroyable. Et bien je pense que c'est exactement. Ça montre que c'est possible, bien sûr. Il faut juste être assez malin pour simplifier le jeu et pour qu'on puisse être libre justement dans ses créations. C'est sérieux. Ouais. Ça va là Ah, il aurait fait. Ça, c'est le point de vue du créateur, mais est-ce que c'est important d'être suivi derrière, je ne sais pas, par son développeur, par les gens qui financent le jeu, non Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas possible partout? Non, je pense que c'est possible en fait. À nouveau, là tout à l'heure, moi j'ai découvert, je suis un vrai couillon, enfin un petit couillon, non, je vais pas, mais en tout cas j'ai découvert tout à l'heure la série Les Noobs, et je me suis vraiment marré. J'ai beaucoup rigolé en fait, et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils s'éclatent, ils n'ont pas un éditeur derrière eux, quelqu'un qui leur balance plein de pognon et qui leur fait peur en disant qu'ils auront plus de pognon s'ils font pas un truc bien. Je sais pas comment ça, ils font leur truc, mais ça a l'air d'être très libre. Et c'est pour ça que c'est fun en fait. Et je pense que c'est précieux, la création elle est là en fait. Donc on peut créer des trucs qui marchent sans avoir besoin d'être obligatoirement dans un truc super compliqué. Il faut juste pas trop se prendre au sérieux, se dire que voilà, on a des idées, c'est ça qui vaut le plus finalement, plutôt que les moyens, et réussir à faire ce qu'on peut avec ces super idées. Et alors comment on fait pour se renouveler sur un jeu comme Rayman qui existe depuis plus de 15 ans?
Est-ce que finalement l'évolution des technologies en elle-même suffit à apporter quelque chose de neuf, ou est-ce qu'il faut se remettre en cause, chercher des idées nouvelles? Très vite, la technologie, on l'oublie en fait. On pense vraiment uniquement aux personnages, la gueule des boss, comment ils vont interagir, les règles de jeu. Très vite, on est concentré sur le jeu lui-même. Quand on fait un jeu comme ça, on réfléchit vraiment. Évidemment, les nouvelles technologies le rendent plus haute définition. Mais à la limite, on aurait pu faire le même jeu il y a 15 ans. C'est juste que nous, on est différents. On a appris plein de choses avec d'autres jeux. Donc on fait des jeux différents. Donc plus important quelque part que la technologie, le jeu vidéo maintenant, c'est en train de devenir quelque chose qui a une histoire. Et donc les gens qui font des jeux, ils ont de l'expérience. Ils peuvent faire. Et puis ça donne aussi des idées à des gens qui commencent à faire des jeux. Il y a une histoire qui est en train de se créer, et c'est plus important que la technologie en fait, de savoir que la prochaine Xbox 720 aura 19 Go de RAM, parce que c'est pas une vraie information. Hein. Mais qu'importe à la limite, ce qui est intéressant c'est ce qu'on va faire avec, c'est tous les jeux, toutes les surprises qui vont arriver, elles sont plus importantes que ce qu'il va y avoir dans la console. Donc aujourd'hui il faut savoir où sont les créateurs, qu'est-ce qu'ils font, c'est ça le plus important. Plus que le hardware et même plus que les interfaces. Alors, revenons un peu à Christophe aussi. Les musiques de jeux vidéo, comment... Alors, tu nous expliquais comment tu as travaillé sur Rayman. J'imagine que quand on travaille sur un espèce de blockbuster, appelons-le comme ça, comme Tintin, il n'y a pas le concepteur du jeu qui vient boire un peu de maniaque tous les jours. Est-ce que c'est une méthode de travail différente ? Alors sur Tintin, c'était pire, puisque moi je faisais partie de la core team, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de volonté de la part de Ubi d'intégrer un zouave comme moi à l'intérieur des gens qui réfléchissent à la conception du jeu. Donc j'étais carrément dans le discours narratif, qu'est-ce qu'on va fabriquer comme émotion, sur quel personnage le musicien peut s'appuyer pour bâtir son discours musical. Si je sais parler bien, pour endormir tout le monde, dormir. Et ça c'est assez rare, parce que par exemple moi qui travaille dans le cinéma, dans le cinéma d'animation, alors oui, souvent le musicien est intégré, le compositeur est intégré finalement à la lecture du scénario, mais si ici il y a des gens qui vraiment travaillent dans le jeu vidéo, intégrez votre compositeur et votre faiseur de son très tôt dans la fabrication, parce que on ne fait pas les choses à la fin. C'est ce qui est bien avec l'équipe de Michel, avec l'équipe de Jacques Exertier sur Tintin, ça a été que j'étais vraiment dans la ruche, et pas un élément rapporté, une pièce qu'on va chercher à la fin. On appelle ça quelquefois les roues de la charrette, le 5e roue, c'est ça, non, c'est vraiment un travail à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier, et puis de courageux, parce que c'est une volonté. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la... Ce qu'on peut peut-être expliquer, c'est comment on travaille, par exemple, sur un film d'animation. En général, on intervient à la fin, c'est-à-dire une fois que le film il est entièrement produit, on joue la musique, j'imagine qu'on la compose vraiment à l'image, c'est ça? Non, moi, juste une petite aparté, comme ça, dans le cinéma d'animation, je fais partie du conseil d'administration de la Poudrière, qui est une école, et un jour la directrice me dit « Oh là là, Christophe, on dit toujours que la musique arrive toujours à la fin. » Alors, elle me dit « Qu'est-ce que tu pourrais faire ?» Moi, je suis un mec assez pragmatique et puis un peu neuneux, donc je dis « Il n'y a qu'à la mettre au début. » Ah, oui. Et donc, je suis allé faire des formations de 1 jour, 2 jours, à la rencontre de ces réalisateurs. Alors peut-être que vous avez déjà vu des projets comme La queue de la souris, qui est un film qui est présélectionné au César cette année, mais qui est un film de la Poudrière, un film d'animation que Michel a vu aussi, que j'ai montré. C'est un film où la musique a été intégrée dès le scénario, donc on pourrait imaginer que c'est presque pareil que le jeu, c'est-à-dire que veut-on raconter comme histoire, et le musicien, le compositeur est
quelqu'un qui peut cheminer à l'intérieur de cette narration. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Tout ça pour en venir sur le jeu vidéo, où donc cette fois-ci sur Tintin, tu étais à la création même de la musique. Question bête d'ailleurs, pourquoi n'ont-ils pas repris la musique originale du film? Pourquoi faire appel à d'autres compositeurs? J'ai des questions de droit, est-ce qu'on peut le dire? Ouais, non, j'étais un peu moins cher que John Williams. Donc il y a déjà une question d'argent. Et puis, en fait, il y a aussi une question d'argent. Voilà. C'est à peu près ça. Il y a une façon particulière de travailler sur un jeu comme ça, en fait, qui va être d'emblée distribué dans le monde entier. Est-ce que ça change quand même, ou à part le côté de conception et d'intégration dès le début du projet, est-ce qu'à ton niveau tu as senti une différence? Alors je vais faire une réponse de Normand ou je sais pas quoi, mais je me fous de savoir si le jeu va sortir sur le monde ou si le jeu va sortir sur ou le film va sortir en court-métrage. Quand vous travaillez sur un court-métrage, vous avez la possibilité de le voir peut-être une fois en diffusion à la télévision, dans des festivals, et encore s'il n'est jamais pris, vous avez travaillé, votre film n'est pas vu. Oui, mais n'empêche que moi je suis toujours intact et je suis toujours entier. Et j'arrive sur un projet, je suis toujours à poil. Et j'arrive toujours sur un projet tout neuf. C'est mieux ça. Tout neuf, je ne suis pas abîmé. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, ce que je vais devoir faire, mais c'est lié aussi à l'économie. La queue de la souris, j'en parlais tout à l'heure, c'est un film qui avait un budget de 400 € pour faire la musique. Ben, c'est super. J'ai écrit donc pour un violon solo. Comme ça, voilà, tout mon budget est passé dans le cachet du musicien. Mais on peut arriver à faire quelque chose de très très bien avec 4 bouts de bois. Donc c'est l'argent d'un côté, c'est hyper intéressant, mais c'est pareil que pour le jeu vidéo, c'est aussi quelque chose qui va nous donner une structure et aussi une contrainte, et ça c'est vachement intéressant, mais ça ne doit jamais être l'objectif, et l'objectif c'est jamais non plus la mondialisation. On travaille parce qu'on travaille, parce qu'on est compositeur, parce qu'on est creative director, parce que c'est comme ça, et moi je me donne toujours entièrement sur les projets, quelle que soit après la diffusion de ce projet. C'est beau, c'est beau. Ouais. Il y a peut-être une question de temps quand même. C'est faux, mais c'est bien dit quand même. On te donne peut-être plus de temps de travailler sur quelque chose de très important que... Quand on fait partie de l'accord team, quand on fait partie de l'équipe sur un projet comme Tintin, c'est 2 ans de travail. Donc en fait, tout à l'heure tu as dit compositeur de musique, oui, mais compositeur de musique et de son, parce que je travaille aussi les masses sonores, parce que ça m'intéresse de travailler sur le son. Et j'ai travaillé en faisant le son et pas du tout la musique. Par exemple, un court-métrage qui s'appelle Chienne d'Histoire et qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes 2010. C'est un court-métrage et je n'ai pas fait la musique, je n'ai fait que le son. Et ça me plaît de me mettre au service des projets qui me touchent, c'est-à-dire ça peut être des documentaires, ça peut être du cinéma d'animation, avec les travaux chez Ubisoft. Ça me touche parce que même si ça peut être une couillonnade, les gens qui le font sont des gens qui me sont chers. D'ailleurs, donc, tout à l'heure on a vu les noobs, si jamais vous voulez des interventions musicales ou vous avez envie de faire une partie de... vous pouvez contacter Christophe, parce qu'il est toujours prêt à se lancer sur des aventures, de faire des expériences. Alors après, il faut que ça ne dure pas trop longtemps. Mais si quelqu'un a une idée, que ce soit même pour un jeu, Enfin, je me permets, Christophe, hein. C'est mon agent en fait. Comme il n'y a pas d'économie, c'est super. Il faut en profiter parce que je sais que Christophe il aime l'aventure et c'est pas obligatoirement, comme il disait, même moi d'ailleurs c'est pareil, on est prêt à faire des choses gratuitement, ça nous plaît d'échanger, de participer à des projets créatifs. On n'est pas à cette quête à la fois d'être connu ou pas, c'est pas le plus important. D'ailleurs c'est Nintendo, c'est Miyamoto qui disait ça, il disait nous on fait pas des jeux pour les vendre, on les vend parce qu'ils sont bons. Donc c'est pas, voilà, ils font juste des jeux qui sont là pour être bons, mais ils réfléchissent pas à ce que vont vouloir les gens. Ils sont pas en train de se dire ah ouais, ils ont absolument envie de tel jeu, tel jeu, tel jeu. Ils font les jeux comme eux pensent être les meilleurs, et la conséquence de ça, c'est que ça se vend tant mieux. Mais ils cherchent pas à vendre en fait à tout prix. Et alors je sais pas si je pense que c'est une part de vérité, mais je pense que c'est quelque chose d'important à retenir. Et en fait nous ce qu'on aime faire, c'est avant tout participer à des projets rigolos.
Donc voilà, en tout cas, c'est ouvert, et si jamais... J'ai beaucoup aimé la musique qu'on a entendue tout à l'heure, parce que sur un extrait derrière, entre deux qui se causaient, il y avait un petit morceau d'orgue que j'ai beaucoup apprécié. Donc et aussi, ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Essayez toujours de tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce qu'on vous raconte avec la musique, parce que je trouvais que ce deuxième degré était parfaitement délicieux. C'est dans l'épisode des noobs tout à l'heure. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à droite. Faites demi-tour. Ouais, alors... Bon, les lapins, moi ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'en fait j'ai travaillé dans le train sur une dessiné un lapin, et je voulais que ce soit vraiment le personnage méchant, crétin, et, enfin, comme ils sont devenus après dans les petites vidéos qu'on a fait, donc je sais pas si certains ont vu, ou vous pouvez aller voir, je me fais tabasser par un lapin sur internet, tout à fait mon nom avec lapin crétin, et puis c'est abominable. C'était une interview que je voulais pas faire, et donc les lapins sont venus me taper dessus pour que j'ai pas besoin de faire l'interview. C'est pratique d'avoir des copains. Et donc les lapins, on les a intégrés dans le monde réel à ce moment-là, à partir de cette interview. C'était vraiment un truc bien débile. Et puis après, ça a plu en fait. Et ça a plu, cette idée, et les lapins ils ont fait leur chemin. Moi je suis repassé sur d'autres projets. Ils ont continué à faire leur chemin. Et donc ils sont arrivés effectivement chez Renault, j'ai vu ça. Mais non, très sincèrement, je suis vraiment loin de... Maintenant c'est eux qui vivent leur vie. Mais plus l'idée même déjà qu'un personnage de jeu vidéo soit repris dans une publicité, pour toi ça n'a pas plus de signification que ça? Non, parce qu'en fait, comment dire, en restant bien poli, ce qui se passe finalement c'est que les lapins ils viennent du jeu vidéo effectivement. Et le jeu vidéo n'a pas besoin du cinéma, n'a pas besoin de Renault, ou je sais pas quoi, pour avoir du succès, pour exister. Il y a des fous de jeux vidéo qui sont là, le jeu vidéo existe déjà en tant que tel. Je me sens pas reconnu plus parce que les lapins sont dans une pub de télé que quand les lapins ou un autre des personnages que j'ai fait est joué par des gens en fait. Pour moi, le plus important c'est que c'est même le monde du jeu vidéo. Parfois on me demande, mais pourquoi tu fais pas du cinéma? Parce que tu inventes des personnages et tu pourrais faire des super films. Comme si le cinéma c'était la consécration, que le jeu vidéo c'est un peu un truc de mariole. Et en fait non, moi le jeu vidéo, tous ceux qui travaillent dans le jeu vidéo, et je pense ceux qui jouent aussi au jeu, réalisent que ça va bien plus... Enfin, c'est très différent du cinéma, ça va très très loin en fait. L'expérience qu'on a dans un jeu, elle est incroyable en fait. On est dans des mondes, on y reste longtemps, on écoute des musiques parfois pendant des heures. C'est vraiment le jeu vidéo a une force propre, c'est vraiment une culture. Et de savoir que le jeu est soit en cinéma, soit en publicité, aujourd'hui, très sincèrement, ça ne me fait pas grand-chose. Parce que c'est pas tellement ça qui me touche. Ce qui me touche, c'est la façon dont ça existe dans le domaine du jeu vidéo. Et je trouve que voilà, je suis content d'être dans un salon comme celui d'aujourd'hui, qui tourne aussi autour du jeu vidéo. Et ça montre qu'il y a une vraie créativité. Je vois tous les costumes et tout ça, tous les délires, et les gens qui dessinent. Je trouve ça génial en fait. Et c'est plus ça mon univers que le Renault avec la pub voiture. Travailler sur un jeu vidéo qui est adapté d'un blockbuster comme King Kong, est-ce que là aussi c'est une expérience différente? C'est un exercice particulier? Comment tu le prends quoi? C'est quelque chose que tu te dis tiens pourquoi pas faire ça une fois, ou c'était vraiment... En fait il s'est passé quelque chose sur King Kong, c'est que Peter Jackson venait de faire Le Seigneur des Anneaux, il était à Los Angeles, et il y a eu une rencontre en fait pour King Kong. Mais tout le début de la rencontre avec Peter Jackson, c'était Beyond Good and Evil. Donc il monte le jeu, enfin Ubisoft a l'habitude d'envoyer tous les jeux d'Ubisoft, donc il y a Splinter Cell, machin, etc. Et là il dit ce jeu, moi je l'ai fini, j'ai joué, ça m'a plu, et donc d'abord, imaginez vous allez rencontrer Peter Jackson, enfin moi j'avais super la trouille, il est balèze et tout, enfin il est musclé, donc si jamais on doit se battre, il va gagner, enfin j'ai flippé quoi, clairement. Parce que parfois on s'entend pas et on sait jamais ce qui peut se passer. Ah oui. Et d'ailleurs, il est arrivé dans un des hôtels les plus luxueux de Los Angeles, et il était pieds nus, donc en Hobbit, c'était sa période, et je crois qu'il est toujours comme ça, il se balade pieds nus. C'est très rigolo, donc déjà, on se sent plus à l'aise, parce que c'est un type en costard, et puis donc, il était vraiment... Et en fait, c'est un mec qui aime le jeu vidéo. Et on a rencontré Spielberg quelques années plus tard, c'est pareil, en fait, c'est des joueurs, et quand on parle avec eux, ils nous parlent de jeux vidéo. Ouais, moi, je suis bloqué dans... Spielberg, il m'a sorti un truc, il était bloqué dans un FPS et il était parti de mauvais côté, enfin ça avait duré des heures, et donc il disait, moi, j'aime pas être perdu dans les jeux vidéo. Je dis, ouais, ce
Steven, écoute, on va il se perd dans les labyrinthes et tout. Du coup, plutôt que d'acheter un guide, en fait, il appelle le concepteur du jeu pour se faire expliquer. C'est la différence quand t'as de l'argent, tu viens de chez lancer pour te débloquer parce que t'es perdu dans une forêt sur. Pas le c'était Medal of Honor, voilà. Donc c'était drôle, mais en fait, moi j'ai aimé travailler avec eux parce que ils aiment le jeu vidéo. Tous les deux, d'ailleurs, c'est marrant, ils sont fous de FPS parce que je pense qu'il y a l'effet, je suis dans une caméra, enfin, je dirige une caméra quelque part, donc ils retrouvent les sensations, eux, qu'ils ont au cinéma, d'être vraiment derrière la caméra et voilà. Donc en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est que le rapport qu'on avait avec eux, c'était un rapport de joueur à joueur. Et à nouveau, quand on a travaillé sur King Kong, on était libre de faire le jeu qu'on voulait parce que eux, ils voulaient un bon jeu, ils voulaient pas spécialement une adaptation parfaite du film. Donc il y avait une liberté qui nous permet, nous, de faire le métier de jeu vidéo, voilà, et de ne pas devenir l'esclave du cinéma. Et après ça, ça ouvre des portes pour avoir d'autres propositions, ou pareil, finalement, tu acceptes parce que c'est vraiment que s'il y a quelque chose d'intéressant, et peu importe si après ça... Ouais, non, c'était rigolo de faire ça une fois, et voilà. Bon, après, il y a eu... Christophe a participé à Tintin, ça c'est une autre histoire avec une autre équipe, et je pense qu'il y avait des éléments intéressants. Toi, t'as pas voulu participer à ce jeu-là ou... En fait, j'avais d'autres projets, voilà, il y a d'autres choses à faire, et puis donc on les a faites. D'accord. Je voulais qu'on reparle aussi d'un jeu que beaucoup affectionnent, qui est Beyond Good and Evil. Donc voilà, il y a eu un premier épisode, depuis un moment on parle d'un second. On peut avoir... Zut, j'avais pas préparé cette question. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut dire quelque chose dessus? Voilà. Régulièrement, je parle de ce jeu et du coup, ça fait tout un truc. D'abord, ce qui est important, c'est que ce jeu démontre qu'au-delà des capacités marketing, de la loi de l'argent, etc., et ben, le pouvoir des joueurs est plus fort. Ouais. Un t-shirt comme ça. Le pouvoir de la joueur est plus fort. Et donc, c'est super parce qu'on sent que ce jeu est supporté et j'en parlais tout à l'heure, à nouveau, quand ce jeu est sorti, c'était nouveau, personne ne connaissait, c'était une catastrophe, personne n'en parlait, on était hyper déprimés parce qu'on avait travaillé pendant 3 ans et puis on sentait que c'était bien quand même, on avait beaucoup de travailler, mais il n'y avait aucune diffusion et sinon c'est les gens qui ont joué petit à petit qui ont apprécié ce jeu. Et donc, nous bien sûr, on avait envie de faire la suite, hein, puisque c'était prévu. Donc on est passé sur d'autres projets, et maintenant c'est un projet qui devient très important chez Ubisoft, c'est-à-dire que c'est un projet qu'il ne faut pas rater. Voilà, il va falloir le... Du coup, il y a la pression là. Alors, il y a une pression qui est cool, parce que c'est la pression, je dirais, de vouloir bien faire quelque chose. Ça tombe bien, parce qu'on est en phase sur ça, on a envie bien sûr de réussir. Et donc, l'erreur, ce serait de faire un jeu rapidement qui soit un jeu commercial. Vite dire, ah, mais il y a des gens qui donc on va leur prendre leur argent. Non, c'est pas l'idée du tout, en fait. L'idée, ça va être de faire un jeu, le jeu dont on rêve. Et c'est vrai que c'est un jeu un peu, comment dire, à la base, c'est un jeu, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, ça se passe un peu dans le futur, il y a des planètes, et bon là en l'occurrence, il y en a une principalement, mais à la base, il devait y avoir tout un système, et donc c'était vraiment donner aux joueurs le sentiment que, au début, on commence à pied, puis après, on peut se balader sur les océans, puis sous l'océan, et dans l'espace. Et donc, c'est vraiment une liberté immense qui est donnée aux joueurs, et on vit une aventure épique et incroyable. Donc c'est gros quand on parle de ça à quelqu'un, il se met à tromper, comment on va réussir à faire un jeu pareil, c'est pas possible. Il y a eu Mass Effect, il y a des jeux maintenant qui vont un peu dans cette, carrément même, qui sont dans cet esprit-là, et c'est voilà, c'est des jeux complexes à faire, et ça prend du temps. Même, imaginez un jeu comme Assassin's Creed, c'est quand même un jeu complexe avec de la foule, des gens, des villes, mais si maintenant on dit ok on fait des villes, mais entre les villes on met des pays, avec des forêts, puis il y a des planètes, et puis BGE2 c'est ça en fait dans l'idée. Donc on a commencé à faire des tas de recherches pour voir comment on peut utiliser la puissance de calcul des ordinateurs pour générer des univers comme ça, énormes, incroyables. Et donc ça demande du travail et c'est vraiment la direction vers laquelle on veut aller. Ouf. Et donc Christophe a travaillé aussi sur ce jeu. Ah. Le 2 Le 1 et le 2 qui... Le peu que Christophe a déjà travaillé, il a commencé à travailler dessus déjà.
Non, moi, d'abord, c'est mon premier jeu, donc il y a un rapport comme ça avec beaucoup d'affection, mais je me suis rendu compte que les joueurs qui avaient écouté la musique revenaient vers moi 5, 6, 10 ans après, avec toujours une tendresse incroyable. Je suis très honoré de ça. Des gens d'ailleurs qui ont écouté la musique, qui l'ont joué sur YouTube et qui sont devenus des amis. Mithili Mahendra, par exemple, qui est une jeune fille avec laquelle on a mangé cet été, parce que c'est un rapport comme ça, très étrange, que je n'avais jamais connu dans le cinéma, parce qu'un film dure, par exemple, un court-métrage, ça dure 3 minutes, donc créer une amitié, c'est un peu juste. Un long-métrage, 1h10, mais un jeu, ça peut être 15 heures, s'il rejoue, c'est 30 heures. Et donc, au Video Games Live, parce que la musique de BGE avait été prise par les organisateurs, quand je suis allé à Los Angeles, au Hollywood Bowl, c'était super, parce que je voyais des garçons boutonneux qui arrivaient comme ça, avec le père derrière, le père un peu désolé, oui, on avait à peu près le même âge, et le gamin qui était là, je parle très très mal l'anglais, donc c'est excusez-moi, je sais pas tout ça, d'accord, ok, tu t'appelles Paul, ok, Paul, donc voilà, et je signais des autographes avec des gens qui faisaient la queue, et parce qu'ils avaient aimé cette musique-là, et je crois que ça fait partie aussi de l'affect de ce jeu. Voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Oui. Moi, souvent, on fait beaucoup d'interviews pour les différents jeux, et je me rappelle, il y a 2-3 ans, le rédacteur en chef d'IGN, un gros magazine américain, il expliquait que dans sa voiture, il avait la bande originale qu'il écoutait quand il allait au boulot, et c'est marrant, on voit vraiment que la musique du jeu, et comme disait Christophe, il se passe des choses dans le jeu qui ne se passent pas dans le monde du cinéma, c'est vrai que la façon d'écouter une musique de jeu est complètement différente, et on est très touchés en fait, les joueurs sont très touchés par la musique, parce que ça fait partie vraiment de l'univers. D'ailleurs, ce qui manque un peu, il faudrait en parler aux organisateurs, mais ça aurait été bien qu'il y ait un concert de musique de jeux vidéo là, pour ce salon. Je ne sais pas si c'est prévu, je ne sais pas s'il y en a. Ah, il y en a qui sont prévus, mais on a un autre truc, je crois qu'il y a quelques trucs prévus, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que il y a l'image, bien sûr, dans un jeu, il y a l'interaction, mais il y a aussi la musique, c'est très 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 important, on est tous hypnotisés par les musiques de jeu. Ça commence à se faire, il y en a de plus en plus, en tout cas en Europe, puisque ça c'est quelque chose qui avait beaucoup jusqu'à présent aux États-Unis ou au Japon. Et effectivement, on commence à en voir arriver. C'est un petit peu compliqué à organiser, surtout si on veut se donner les moyens de mettre des musiciens et de faire ça en grand. Mais c'est quelque chose en général qui est apprécié et c'est des événements effectivement qui sont marquants. Il nous reste un petit quart d'heure. Je vous propose éventuellement, s'il y en a qui veulent poser quelques questions dans le public. D'accord. Je vais passer avec un micro, moi. Parlez bien devant le micro. Bon, une petite question, parce que je n'ai pas suivi la totalité de la conférence, mais sur... On va la refaire. Je suis désolé, parce que je vois ici. Bon, ce sur quoi je voulais revenir, c'est quand vous parliez de... Justement, quand on est en plus petite équipe, qu'on peut plus déconner, plus faire ce qu'on veut, est-ce que justement, il n'y a pas tendance aussi à se perdre du temps dans la réflexion? Ou est-ce que c'est difficile justement de se partager le temps, se partager les tâches, que ce soit dans le temps vraiment de développement, dans l'espace, l'organisation entre les personnes et tout ça? Pour ça, il n'y a pas j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Hein. Quand tu es avec tes potes et parfois ça déboule, tu sors plein de couillonnades et tu sens que ça va bien, puis parfois ça bloque, les gens ne sont pas toujours bien ensemble. Je pense qu'il ne faut pas se mettre ensemble en se disant lui ça va être le scénariste, lui c'est l'acteur du héros, lui c'est machin. Enfin souvent ça se fait un peu naturellement finalement. Bien sûr il y a des gens qui ont des tendances, mais au tout début on va rencontrer des gens déjà parce qu'on s'entend bien et c'est le plus important, c'est déjà de s'entendre bien parce qu'à ce moment-là on passe moins de temps à discuter pendant des heures sur ce qu'on va faire en fait. On sent bien que lui, c'est comme dans les groupes de musique en fait. Il y en a un qui va être plutôt sur la composition, puis l'autre il va être plutôt, ou alors l'autre qui va être plutôt sur la partie chant. On se répartit naturellement des rôles. Ce qui est super aussi, c'est que dans une petite équipe, il peut y en avoir un qui fait design des personnages et décors, ou alors personnages et animation. Parfois personnages, animation, gameplay. Parce que les animations et les mouvements, c'est... Donc en fait, dans les petites équipes, on touche à plusieurs métiers en même temps, mais c'est pas écrit sur le marbre. Dans des écoles, on peut vous apprendre qu'il faut, pour faire un bon jeu vidéo, comme une recette de cuisine,
Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses qui sont du domaine artistique, d'autres qui font gameplay, parfois les deux. Moi, j'ai appris à programmer, à faire de la musique, j'ai appris tous les métiers en fait en même temps, parce que je voulais tout simplement faire des jeux. Et je crois qu'en fait, il faut se réunir en se disant, on a envie de faire un jeu, on ne sait pas vraiment comment on va faire, mais c'est ce qu'on a envie de faire, et puis ça finira par venir en fait. Donc voilà, on se perd pas en général trop longtemps. Et qui est-ce qui décide en fait de l'équipe? C'est le chef de projet, un producteur, ou ça se fait tout seul? En fait, c'est quand les gens travaillent sur des projets, il se passe des choses au début, même sur des projets officiels. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui arrivent à travailler ensemble et d'autres non. Donc à la fin d'un projet, souvent, on voit si les gens ont réussi à travailler ensemble. Il faut préserver, bien sûr, cette synergie. C'est le but d'un bon directeur de studio, ou enfin dans des grosses boîtes, le but c'est d'essayer de, voilà, si possible, de garder l'énergie qu'il y a entre les gens. Bonjour. J'ai eu la chance cet été de visiter les studios de Ubisoft à Montréal. Et on revenait tout à l'heure, vous disiez la pression, entre guillemets. Il est mieux de travailler dans une grosse boîte et dans des gros locaux comme chez eux, ou de travailler à la cool à la maison. La pression est comment? Parce que moi, de ce que j'ai pu voir et ressentir, les mecs c'est cool, short t-shirt, peut-être parce que le Assassin's Creed était fini, que c'était une période genre un peu plus cool, et peut-être d'autres projets je pense. Est-ce que c'est mieux de travailler dans des gros locaux comme ça, ou à la maison tranquille? Quand ils font visiter les locaux comme ça, ils mettent des faux développeurs. Ils donnent toutes les ficelles d'Ubisoft, même parfois des développeurs, si tu regardes, ils sont en plastique en fait. Hein. C'est comme ça. Il faut. Non mais alors spécialement sur Assassin, il y a beaucoup de pression parce que c'est un jeu qui est gros, qui est fait par beaucoup de personnes. Donc là je pense que c'était justement, voilà, c'est comme c'est fini, c'était dur, mais on sort et on est content quoi. Donc non, il y a de la pression, parfois la pression ça peut être positif. Très honnêtement, pour avoir travaillé dans des petites équipes, des grosses équipes, sur des gros projets, avec des grosses contraintes de temps, enfin un peu tous les formats finalement, il n'y a pas de recette sur du bien ou du mauvais, tout peut sortir, de tous les formats peut sortir quelque chose de complètement raté ou de génial. À nouveau, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens, dans des développements de jeux vidéo, il y a des héros en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont accomplir des choses héroïques. Sur Assassin, c'est vraiment le cas. C'est des gens qui vont tout à coup, alors que tout va mal, ils vont réussir à dire « Ah mais toi, tu devais faire ça et t'as pas compris que... » Enfin, il y a eu des problèmes de compréhension avec celui de l'histoire, le gars de l'histoire, ou leur dialogue, vous les avez enregistrés dans le mauvais ordre. Il y a des gens qui vont faire le lien, en fait, entre tous les métiers, qui vont réparer des grosses bourdes. Et si ce lien n'était pas fait, le jeu serait complètement raté. Donc parfois, même si c'est des grosses sommes d'argent, avec des choses très organisées, parfois il y a des gens qui font des choses héroïques. Et voilà, et même sur des gros projets, ça arrive en fait finalement. On a l'impression que sans ces personnes-là, on ne serait pas arrivé au résultat final. Donc tout peut rater, réussir, et à nouveau, c'est beaucoup une histoire humaine en fait. Bonjour. Bonjour. Je vois une question de connaisseur en fait, c'est comment fait le foulard de Rayman pour tenir alors qu'il n'a pas de cou? C'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qu'il n'existe pas. C'est un scoop en fait. Rayman a bien démarré des gens qui ne les voient pas. Moi, c'est une très bonne question, je vais réfléchir. Bonjour Monsieur Ansel, bonjour Monsieur Héral. Je souhaiterais savoir, depuis toujours on sait que les Rayman, au bout d'un certain moment, deviennent difficiles. Tout du moins, ils sont faits pour des hardcore gamers. Comment décidez-vous cela et comment est-ce le projet tout du moins développé avant que le jeu sorte? La fin de la question, j'ai pas bien saisi, pardon. C'est pour savoir comment vous faites pour créer un jeu difficile en définitive, je veux dire tout du moins vers la fin ou tout du moins dans le développement. Ils me mettent au test en fait. Si je suis le cobaye en fait. Quand j'y arrive pas, c'est bon. Pourquoi j'ai offert la console?
Non, en fait, c'est terrible. En fait, quand vous faites un jeu, il est toujours trop dur de base. Pourquoi? Parce que tout simplement, les level designers, qui sont souvent des gamers, et voire des hardcore gamers, deviennent très très bons au jeu puisqu'ils jouent pendant 2 ans. T'imagines bien, le mec, il connaît parfaitement le jeu, il fait tout, et il veut se faire plaisir. C'est quelque chose qu'on demande aux gens, faites-vous plaisir, c'est sûr c'est important. Mais au bout d'un moment, on se retrouve avec que des niveaux difficiles, et c'est beaucoup plus difficile justement de lisser la difficulté, de la gérer. Donc là, sur Rayman Origins, on a eu un peu de chance, on a conçu le jeu à la base pour avoir plusieurs niveaux de lecture, donc pour être voilà, en permanence un joueur qui va vouloir aller plus loin, va être challengé. Moi, je me suis inspiré un peu de ce qui se passe quand vous allez au ski. J'ai une image que j'ai déjà donnée, je le répète, parce qu'on peut le comprendre. Vous allez au ski, vous avez une descente, tout le monde va aller au milieu quasiment, et puis sur les côtés, il y a des bosses, et encore sur les côtés, il y a des arbres, et après, il y a des ravins. Bon, les ravins... Et ben, suivant votre niveau, vous allez plus ou moins prendre des risques, et vous serez quand même avec vos amis, et c'est la même descente de ski. Donc quand j'ai vu les level designers, je leur ai dit, imaginez que le level de jeu, il y a la piste principale, et puis sur les côtés, au-dessus, en dessous, vous avez le droit de mettre des choses, des propositions de challenge. Donc on a fait ça parce qu'on voulait pas que les hardcore gamers s'ennuient dans les premiers niveaux. Donc on a réfléchi vraiment de cette façon-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fait dans Rayman 1, on était vraiment, on ne connaissait rien du tout, jeux vidéo, enfin, on est rigolo. Et on aime encore un peu. Hein. Et voilà, donc en fait, avec cette idée-là, on a réussi, je pense, un peu mieux à faire un jeu qui puisse convenir un peu à tout le monde, sans pour autant donner l'impression d'être un jeu casual ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, nous-mêmes, on se serait vraiment ennuyés. Donc l'idée, voilà, c'est on va essayer de continuer dans cette philosophie, ça peut s'appliquer à beaucoup de jeux, mais en gros, voilà, c'est un peu l'image qu'on peut donner. Pour celui du Rayman, là, par contre, va faire mal quand même. Bonjour, c'était pour savoir en tant que créateur dans les jeux vidéo, ce que vous pensiez de la lutte des éditeurs contre les pirates et le marché de l'occasion, et récemment sur les pass online par exemple. Alors c'est un débat qui pourrait durer toute une nouvelle conférence. Je vous laisse imaginer, vous travaillez pendant 3 ans sur un projet, vous ne prenez pas de vacances, etc. Vous sortez votre jeu, c'est difficile, c'est beaucoup de sacrifices. Et puis avant que le jeu sorte, eh ben, tout le monde peut le pirater, tout le monde peut le récupérer, avant même voilà qu'il soit sorti. Ça fait forcément un effet. Parce que vous avez travaillé, c'est votre travail, et en fait vous vous dites, bah, pourquoi les gens ils vont, en période de crise spécialement, s'embêter à l'acheter alors qu'ils peuvent y jouer sans l'acheter. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Quand vous faites le jeu et que, à nouveau, c'est 3 ans de votre vie que vous avez donné complètement et que le jeu, il est tout de suite... c'est ce qui s'est passé avec Rayman Origins. Moi, je suis pas pour empêcher, enfin, ci ou ça, je trouve ça nul. Mais quand ça arrive, c'est comme tu dis, ouais, non, c'est nul, la violence et tout, bon, mais quand même, il en faut un petit peu, j'en sais rien. Et, quand tu te prends des pains dans la tête, tu te dis, il n'en faut plus du tout, en fait, parce que ça fait très mal. Donc forcément, on peut devenir un peu radical. On peut être un peu radical. Après, je pense que les solutions, elles n'existent pas encore clairement. Et je pense pas que... Enfin si, il va y avoir des alternatives, mais il faut trouver une façon de fonctionner. Je pense que sur un gros jeu, c'est pas très grave, parce que de toute façon, le gros jeu, il est tellement connu qu'il va peut-être finir quand même par se vendre. Ça fait quand même une sélection naturelle par rapport à la créativité, puisqu'il y a des gens qui peuvent se faire pirater leur jeu, parce que s'il y a beaucoup de jeux qui sortent, qui sont très créatifs, les gens ne peuvent pas acheter tous ces jeux. Donc ils vont vouloir les essayer, donc ils vont les pirater. Donc même les jeux créatifs peuvent être piratés. Alors qu'on aurait envie de dire, les grosses boîtes, on s'en fiche qu'elles soient piratées, puisqu'elles font beaucoup d'argent. Alors que les petits qui ont mis toutes leurs économies personnelles pour faire le jeu, eux, il faudrait quand même trouver un système. Toutes ces questions sont énormément posées dans la musique. Dans la musique, maintenant, on peut plus facilement écouter de la musique en faisant des micro-paiements. Moi, je pense que dans le jeu vidéo, alors il faudra trouver une façon de ne pas gâcher l'expérience du joueur, mais peut-être qu'il y a moyen de trouver des façons de jouer sans devoir acheter des jeux à 60. Moi, je trouve ça assez révoltant, le prix des jeux. Je trouve ça trop cher. Quelque part, c'est dommage parce qu'ils sont chers, parce que aussi les gens se disent ouais, mais on est cher parce qu'on va se faire pirater, mais bon, du coup, on se fait encore plus pirater. Donc, bref, on voit bien que c'est pas bon, quoi, et les solutions ne sont pas encore clairement trouvées. Je pense que ça va se faire naturellement, sans faire des règles tout à coup, des sanctions, des choses comme ça. C'est quelque chose qui va se prendre sa position, prendre sa place. Donc j'espère que ça va être le cas et qu'on trouvera des compromis pour qu'on puisse continuer à jouer à des bons jeux et que ce ne soit pas non plus des jeux dans lesquels on nous demande de sortir la carte bleue toutes les 3 heures pour construire une maison de Schtroumpf ou je ne sais pas quoi. Et
c'est un mauvais exemple peut-être, mais il ne faut pas qu'on soit otage non plus d'un micro-paiement, donc il faut trouver quelque chose voilà, qui soit bien et que les gens qui font les jeux puissent vivre de leurs jeux, et surtout ceux qui commencent, en fait, ceux qui débutent dans ce métier, qui puissent avoir leur chance de réussir. Donc il faut quand même qu'il y ait une économie. Le piratage peut aussi servir à parfois diffuser le jeu, puisque ça permet de le faire connaître. Mais bon, il y a bien un moment où quand même il faudra payer. Donc, est-ce que c'est dans la musique, il y a beaucoup de gens qui maintenant gagnent leur vie en faisant des concerts. Alors, je sais pas si on va faire des concerts de développeurs, il y en a des super mauvais. Ou alors on va les voir jouer, mais non, c'est nul parce qu'on a envie de jouer à leur place. Enfin bref, c'est pas facile de trouver comment ça va se passer. Aujourd'hui, très sincèrement, voilà, il faut être observateur de ça. Quand il y a un jeu que vous adorez, c'est mieux de l'acheter, ou alors d'attendre qu'il baisse au niveau des prix, c'est ce qu'il faut préconiser peut-être. Bon, voilà, c'est compliqué. Moi, je suis vraiment pas un businessman. Du point de vue du faiseur de jeu, c'est une situation voilà, qui est toujours un peu délicate. On va prendre une dernière question. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, je voudrais juste revenir sur une petite remarque. La question, c'était pourquoi le foulard de Rayman tient alors qu'il n'a pas de cou. Si on traduit littéralement, Rayman, c'est l'homme rayon, on peut dire le rayon, c'est ce qui maintient les mains, les pieds, la tête en place. Ah, c'est cool. Deuxièmement, je voudrais juste vous remercier parce qu'en fait, bon, moi je suis non-voyant, pourtant j'arrive à jouer sur Rayman, autant sur le 1 que sur les petites démos sur le Rayman Origins. Donc je vous remercie. Bravo. Oui. Je voulais vous remercier parce que, je vais dire à votre insu, vous l'avez donc mis en linéaire, ce qui est plus pratique pour moi, et même les ennemis, les éléments du décor font certains un bruit, donc du coup ça m'aide. Et après j'ai deux petites questions très rapides. La première, est-ce que vous avez mis dans le Rayman Origins des musiques ou des sons de l'ancien Rayman, donc du numéro 1? Et ensuite, vous, créateurs, je veux dire, quel Rayman, quel Rayman Origins vous préférez, vu que vous les avez développés sur la PS3, sur la 360 ou la Vita, puisqu'il y en a un qui est sur Vita aussi. Voilà les deux questions que je voudrais vous poser. Merci. Le foulard, je pense que c'était plus une idée, je trouve ça cool. Et Christophe pour la deuxième question. Non, en fait, comme c'est un Rayman Origins, les thèmes du 1 n'étaient pas encore refaits. Hein, donc il a fallu être avant le premier. C'est vachement bien de noter effectivement que beaucoup de plateformes, de petits détails qui font partie, qui sont sonorisés dans le jeu, participent comme ça finalement à un truc général. C'est notre volonté. Je pense voilà. D'ailleurs, ce serait intéressant si après la conférence vous pouvez vous rencontrer, ça peut être intéressant parce qu'un jeu basé sur le son ou comment aider plus dans ce domaine, ça peut être quelque chose. Mais là, je vous laisserai peut-être en parler tous les deux après, ça peut être intéressant de voir comment on peut améliorer la capacité à jouer sans voir l'image, c'est quand même une performance assez incroyable. Sinon... La console. La console, aujourd'hui, c'est des choix très différents. Pour les super décos, la version PS3 est en Full HD, donc 1080p. La version 360, on va pas faire encore. La version 360, elle est en 1080i, puisqu'elle ne peut pas faire plus, donc on est au maximum de ce que vous pouvez faire à cette console. Mais c'est bon, la différence, c'est vraiment pour les gens qui ont un rétroprojecteur géant sur un yacht et ils sont pas dans la salle. Et sinon, la Vita, c'est autre chose. La Vita, parce que malheureusement, le multijoueur n'a pas été intégré sur Vita. Pour des raisons de timing, j'imagine. En tout cas, et aussi que le jeu de base n'a pas été conçu online. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Mais par contre, il y a des fonctions marrantes sur le multitouch qui permettent d'agir sur l'écran, qui rajoutent un vrai élément de gameplay. Mais personnellement, voilà, si on voyage, c'est bien. La Vita a un écran assez incroyable. Et donc le jeu sur Vita est très très beau. Par contre, voilà, pour jouer dans le salon, sur la Vita à 4, ça va être difficile. Donc, si vous l'achetez partout, sur toutes les consoles. Mais de toute façon, je pense à ça, mais puisque la Vita est censée avoir le crossplay, on peut très bien démarrer le jeu sur la Play 3 et le continuer quand on est à Perpète-les-Moulineaux sur sa Vita, par exemple. Non, ça, c'est pas encore fait, hein. Mais ça arrive, ça arrive. Ok, merci. Merci.
Dernière question, votre actualité. Allez, on en prend une dernière. Je ne sais pas si on a le temps, allez, tant pis on déborde, mais c'est pas grave. Non. Bonjour, voilà donc l'outil de développement de Rayman c'est UbiArt. Est-ce qu'il est toujours mis à disposition du grand public? Comptez le mettre à disposition du grand public? Alors, pour remettre le contexte un peu, UbiArt, c'est le UbiArt Framework, c'est vraiment les outils de développement, c'est le code du jeu et les outils qui ont permis de faire le jeu. On n'a pas encore fait d'outils qui soient comme celui de Little Big Planet qui permet vraiment d'éditer ces niveaux. Parce qu'en fait, l'idée qu'on a, c'est que ce ne soit pas uniquement éditer des niveaux, mais concevoir ces personnages, sachant que le moteur permet par exemple de prendre des photos ou des personnages en pâte à modeler et de les mettre dans le jeu, dans un espace 3D à base de 2D, avec autant de plans qu'on veut. Donc c'est assez puissant et ça permet donc de faire vraiment même des dessins animés, de faire du jeu vidéo, etc. Mais c'est simplement qu'aujourd'hui l'outil est encore très, très brut, on aurait espéré que ça allait plus vite. Mais on a toujours ce souhait en fait de le rendre disponible. Donc voilà, d'ailleurs pendant le salon, là je vais rencontrer une équipe de développeurs indépendants et on va discuter de voir comment on peut progressivement rendre ce moteur accessible et permettre de faire de la création pure. Donc à nouveau, c'est vraiment de se dire, c'est pour des jeux d'aventure, des RTS, n'importe quoi, ou des jeux de plateforme, ou plateforme aventure RTS. Ok, et donc actuellement vous travaillez sur quoi, l'un et l'autre? Tout ça pour avoir des super nouvelles. Bah oui. C'est comme si les autres des noobs ils disaient que qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans les prochains épisodes. Ils ont réussi à répondre d'ailleurs, c'était hallucinant. C'était une question-réponse, non mais ça on peut pas le dire, mais par contre, ils sont forts. Ils comprennent des cours. Mais non, l'actualité c'est, bon, il y a une réflexion sur cet outil. Je ne vous cache pas qu'on veut faire la même chose en 3D, donc la capacité qu'on a eu de créer en 2D avec cet outil-là, dont on va diffuser des vidéos de comment ça fonctionne, etc. Et ben on a envie de le faire aussi pour des jeux 3D beaucoup plus compliqués, comme je vous parlais tout à l'heure de VGE2, mais aussi pour d'autres projets. Donc on va continuer à essayer de faire des outils qui permettent à des gens, déjà nous, mais à d'autres personnes, de se lancer dans l'univers du jeu vidéo, de créer, et que ce soit le plus facile possible. Voilà, donc bien sûr, il y a plein de projets secrets, incroyablement, dont je ne peux pas parler, bien sûr. Ça, c'est pour faire un peu le mec important, alors qu'il n'y a rien de secret à part ce que je vais manger ce soir. Mais sinon, voilà, donc en fait, moi ça me passionne de réfléchir à comment rendre plus de créativité, mettre plus de créativité dans le jeu vidéo. Je pense que ça fera descendre le prix des jeux, et donc on répondra peut-être à ces problématiques de ça coûte cher, donc on pirate, ou je sais pas quoi. Mais donc voilà, ça c'est vraiment un souhait que j'ai. Juste pour vous donner une petite image, la musique, quand on regarde la peinture, il y a 200 ans, c'était pour des gens qui avaient beaucoup d'argent. Parce que déjà, ils avaient du temps, mais ils avaient surtout de l'argent, parce qu'il fallait, la peinture, il fallait chercher les couleurs, il fallait les chercher au Moyen-Orient, etc. C'était compliqué. Les instruments, c'était très cher. Et puis maintenant, beaucoup de monde peut peindre, peut faire de la musique, et donc ça permet énormément de créativité. Et au lieu d'avoir 10 compositeurs, il y en a des milliers. Et beaucoup de courants musicaux différents. Et donc l'explosion culturelle s'est passée parce qu'il y avait la possibilité d'accéder aux instruments qui permettent de créer. Et dans le jeu vidéo, c'est pas encore comme ça en fait. On peut faire des trucs avec Flash, mais Flash c'est payant, c'est vraiment un truc compliqué, et puis ça permet de faire beaucoup de trucs qui ressemblent vraiment à du Flash. Là, l'idée c'est de faire des outils qui soient vraiment modernes, pour justement permettre une explosion culturelle. C'est un peu ambitieux ce que je dis, hein, mais le jeu vidéo doit maintenant sortir des problèmes de technique et s'éclater un peu plus. Voilà. Une musique de Bonalieu, le jeu. C'est de rentrer à la salle parce que sinon ils vont nous taper. Oui, grave en plus, grave. Donc voilà. Et on vous en parlera une prochaine fois. Il y aura une autre conférence, je crois, demain, c'est ça? On revient demain, il va venir avec des instruments. Ce sera plus rigolo. On verra si c'est un vrai musicien. Non. Sinon, ce qu'on vous propose, sinon, c'est. Vous avez de quoi noter? Alors, le numéro de téléphone portable de Michel Ancel, c'est le 06. Ah, j'arrête là, c'est ça? Voilà, 06 comme tout le monde. C'est juste 06 et hop, et Michel Ancel. C'est un peu comme Dieu. 06 et Michel Ancel. Essayez, hein. Merci. Avant que vous partiez, monsieur, je tenais
au nom de tous les visiteurs du TGS, à vous remettre un petit trophée souvenir du TGS qui ont été faits exclusivement pour vous. Je vous les amène. Alors, on va commencer par Monsieur Michel Ancel. Voilà, moi je peux mourir, mon rêve est accompli. Et pour Christophe Herral, bien évidemment. Est-ce qu'il va nous faire une petite musique aussi? Merci.